pressés par le train, ce qui veut dire que nous aurons en gros une petite heure pour discuter. Alors sur un questionnement un peu plus précis peut-être sur les relations entre l'enseignement et la recherche. Alors nous avons plusieurs générations d'enseignants et de chercheurs à cette table et on va voir d'ailleurs à quel point certaines perspectives peuvent changer. Je le constatais en écoutant la table ronde précédente. Je vais vous infliger quelques instants d'autobiographie. Moi, je suis arrivé à l'école d'architecture de Nancy comme étudiant en 1974. Le tableau était déjà extrêmement différent de ce qui nous a été raconté tout à l'heure par des enseignants qui n'étaient là que depuis quelques années. Quand je suis arrivé en 1974, j'avais affaire à une école déjà constituée, avec un programme qu'on nous distribuait qui semblait être totalement construit. Alors c'était peut-être une illusion. Il y avait évidemment toute cette liberté qu'Alain Cartini a évoquée tout à l'heure, mais pour autant, on avait devant nous une institution qui était déjà parfaitement installée. Donc je vais peut-être prendre le risque de la caricaturer à partir de ce qu'était ma perception de l'époque. Bon, ça a été rappelé tout à l'heure aussi, pour un étudiant qui arrivait à l'école d'architecture de Nancy, le projet et même le dessin étaient quasiment interdits pendant les 2 premières années. Et à l'exception peut-être d'un cours de géométrie descriptive dont j'ai longtemps soupçonné qu'il était fait pour que plus jamais on touche un crayon. Donc la mise en œuvre des différentes perspectives de recherche, semble-t-il, était là pour fabriquer une sorte de contre-culture face au modèle des beaux-arts. Et chacun d'entre vous, à votre manière, alors je parle pour Philippe Boudon, Jean-Claude Vigato et Joe Abram, chacun d'entre vous mettiez au point des travaux de recherche pour alimenter l'enseignement, mais reste à savoir comment. Alors, peut-être pour lancer le débat, peut-être que chacun d'entre vous pourrait déjà nous dire de quelle façon vous envisagiez à cette époque une manière de remettre en cause l'hégémonie supposée du modèle Beaux-Arts à partir des travaux de recherche que vous commenciez de mener. Et on va peut-être commencer par Philippe Boudon, puisque c'est peut-être vous qui êtes le mieux placé pour nous raconter le tout début de l'histoire, depuis les premiers travaux qui conduisent à la mise en œuvre de ce programme de l'école de Nancy. Oui, je voudrais d'abord commencer par 2 points, puisque 2 points d'histoire. Le premier, c'est que j'ai été diplômé en février 68. Donc ça peut dire beaucoup de choses sur les raisons de ma carrière suivante. Et puis le deuxième, une petite rectification de ce qu'a dit Vigato tout à l'heure à propos d'AMC. La revue ne s'appelait pas AMC, elle s'appelait Architecture Mouvement Continuité. Elle a duré 1 an. Il n'y a pas eu de clash final, mais simplement on a senti que le nouveau président Novian voulait s'accaparer, avoir la main mise sur la revue. Donc on s'est dit avec Alain Sarfati qu'il allait lui abandonner. Et c'est seulement par la suite que cette revue s'est appelée AMC. Donc ça, c'est 2 points d'histoire. Alors la recherche, il faut voir qu'à l'époque, l'architecture, c'était des grands ensembles. Et des grands ensembles qui étaient la production la plus courante face à des concours de prix de Rome dont vous avez des exemplaires dans l'exposition, un panthéon pour les grands hommes, et bon, il nous semblait qu'il y avait un décalage assez insupportable entre ce qui se faisait dans l'école des beaux-arts, notamment le prix de Rome, et puis la réalité qui se produisait, et que donc il fallait faire de la recherche. Alors ça, cette idée était partagée par bien des gens de ma génération, je pense à Porzampar, à Grimbach,
à Castro, enfin c'était la mouvance normale. Alors, plus précisément en tant qu'architecte, bien que j'ai été un peu architecte finalement dans ma vie, considérant que l'enseignement et l'architecture sont deux choses différentes, et que le matériau de l'architecte, ce sont des briquets du béton, tandis que le matériau des enseignants me semble être plutôt des étudiants et des énoncés énonçables à des étudiants. Donc, plus précisément, on s'est engagé avec Sarfati Hamburger dans une équipe qui s'appelait ARIAS, qui veut dire Atelier de recherche et d'études d'aménagement. Donc le mot aménagement se voulait plus large, le mot recherche était présent, donc dans une équipe d'architectes. Donc on n'imaginait pas qu'on puisse s'engager dans la pratique architecturale sans réfléchir, pour dire les choses très, très simplement, et sans faire de la recherche. Et dans cette équipe, parallèle à l'enseignement qui s'est développé à Nancy, articulé sur cette équipe, dans cette équipe, les choses se sont diversifiées par la suite. Alain Sarfati est devenu plus un architecte au sens classique du terme, faisant des bâtiments. Boer a fait des études urbaines. Et pour ma part, j'ai pris la pente d'une réflexion purement théorique avec l'architecturologie. Soit dit en passant, je ne sais pas quelle est la définition qu'a fait Virelli de l'architecturologie, mais enfin pour moi le mot signifie simplement entre guillemets, que j'ai entendu le mot de théorie maintes fois dans l'enseignement de l'architecture, et puis j'ai pris conscience qu'épistémologiquement ça ne voulait pas dire la même chose que théorie en sciences, en physique, en mathématiques, en linguistique, en sociologie, puisque en général les traités d'architecture théorique sont pour le meilleur et pour le pire doctrinaux, c'est-à-dire qu'ils enseignent des préceptes. L'architecte, que ce soit Palladio ou Le Corbusier, a tendance à dire faites comme moi, parce que c'est bien de faire comme ça. Et il me semblait que la théorie devait être plus neutre et permettre d'énoncer non pas des dogmes ou des principes, bien qu'il en faille, c'est ce que j'appelle la doctrine. Autrement dit, le mot théorie recouvrait quelque chose qui, pour moi, était avant tout doctrinal. Le tout s'inscrivant dans une représentation d'enseignement des beaux-arts. Le mot patron est venu cet après-midi un certain nombre de fois dans la bouche des uns et des autres, et c'est effectivement le patron est à prendre au sens de paradigme, me semble-t-il, comme un patron de couture. Le patron, c'est celui qu'on suit. Et je crois qu'un des aspects j'ai peut-être un peu éloigné de la question initiale, je vais pas garder la parole. En gros, comme on faisait des horribles grands ensembles, il fallait réfléchir. Je crois qu'il faut dire ça, parce que c'est suffisamment pesant. Vaste programme. Alors, chronologiquement, je pense que c'est à Jean-Claude Ligato de prendre la parole. Alors, les doctrines, justement, ça fait partie du matériau sur lequel tu as construit une partie de tes recherches. Donc, ça me fournit une transition toute faite pour te poser la même question. Oui, ma première recherche, il faut que j'en dise quelques mots malgré tout. Certains la possèdent, elle a une couverture verte et il écrit en lettres noires « Éléments pour une théorie des pratiques urbanistiques ». Ne vous affolez pas, il ne s'agit pas d'urbanisme, c'est une recherche que l'on a fait, j'ai faite avec André Vaxelaire. André Vaxelaire écrivant la seconde partie, et cette seconde partie ayant à voir avec l'urbanisme, peut-être, ou la ville. Et dans ma première partie, il s'agissait de fabriquer une structure théorique qui permette de produire un certain nombre de pratiques qu'on pouvait ranger dans la catégorie des pratiques qui font la ville. Alors, et qui reposait sur ce schéma extraordinaire qui est matière première, transformation, produit. Alors, vous changez les matières premières,
les transformations et les produits, vous avez ça. Et je pense que cette recherche a eu quelques effets sur mon enseignement. Parce qu'au début où on enseigne, j'ai enseigné assez rapidement, hein, je pense dans les années 70, j'ai enseigné assez rapidement. J'étais l'assistant d'Alain Sarfati et de Jean-Pierre Éperon, et un jour Jean-Pierre Éperon m'a confié le cours de deuxième année qu'il avait appelé structure. Ça n'avait rien à voir avec la construction, hein, puisque ce structure-là venait sans doute d'une influence du structuralisme philosophique. Donc je me suis retrouvé avec ce cours, et évidemment dans un premier temps j'ai mis tout ce que je savais. Hein. Comme je ne savais pas grand-chose, ça tenait le semestre. Voilà. Et ensuite, je pense que mes enseignements et mes recherches, le rapport entre mes enseignements et mes recherches s'est un peu distendu. Parce que j'ai fini par faire des travaux de recherche sur l'histoire des idées en architecture au XXe siècle en France. Et ma première recherche qui est sortie en 81, je crois. Je ne sais plus. Oui, attendez, en 1980, avait pour titre, un titre un peu prétentieux, mais ça doit être l'effet du structuralisme précédent. Hein, ça s'appelait Le jeu des modèles, les modèles en jeu, doctrine architecturale dans l'entre-deux-guerres. Alors, ce que j'ai travaillé sur les textes, en gros, les textes écrits par les architectes, les critiques d'art, les critiques d'architecture, les historiens, les romanciers quelquefois, voilà, et le travail consistait à faire une histoire de ces idées et sinon de leur effet dans la production, au moins de leur effet sur la continuité du discours. Les enseignements qui étaient liés à ça, ça a été évidemment au cours de ma carrière, au fur et à mesure que les matériaux s'accumulaient et que je devenais un peu plus savant, donc des cours d'histoire de l'architecture contemporaine française. Hein, voilà. Donc j'ai fait ça. Et les travaux pratiques des étudiants, ça a été soit eux-mêmes de les inciter à étudier le discours de tel ou tel architecte, voilà, ou bien les inciter à étudier des productions architecturales, des bâtiments, aussi des bâtiments de la grande région Ouest, qu'ils avaient sous la main, mais les étudiants sont bien voyager plus loin un jour, et de leur faire étudier leur histoire, et donc de les renvoyer au discours qui leur était contemporain, voilà, puisque j'enseignais sur l'histoire des idées. Voilà. Juste un petit mot, j'ai eu deux autres pratiques à côté de mon enseignement. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la recherche. J'ai pratiqué la critique architecturale, en particulier pour AMC, hein, qui m'a appris quelques critiques, et puis pour une revue suisse qui s'appelait Werkbauen plus Wohnen. Et l'un des premiers textes de critique architecturale que je publie, c'est sur l'architecture de Livio Vacchini. Et ça s'appelle Livio Vacchini, un classicisme expérimental. Ça sort en juin-septembre 81. Ça a mis un certain temps à sortir, puisque c'est un moment où la SADG avait des problèmes financiers. Cette critique architecturale va avoir un effet sur le cours de deuxième année, parce que le cours de deuxième année continuait. Je l'avais débarrassé de ces scories marxisantes, et j'avançais vers la théorie architecturale elle-même. Et à un moment, ce cours s'est appelé donc composition architecturale, à partir d'octobre 87. Voilà. Et l'influence de l'architecture de Vacchini, mais aussi de Louis Kahn, mais aussi d'une certaine lecture de Le Corbusier, un grand classique, n'est-ce pas, avait été importante dans ce cours. Parce que c'était classicisant d'une certaine façon. Mais bon,
mon influence était combattue par mes assistants, qui étaient des modernistes de tout crin. Je crois, Christian François en particulier, et Daniel Rémy ont été mes assistants, Patrick Dieudonné aussi. Mais c'était intéressant. Voilà. Et la deuxième chose que j'ai fait, c'est plutôt vers la fin de ma carrière. Je ne sais pas, il faudra que je consulte ma biographie. Oui, non, parce que j'ai pris l'habitude dans ma vie de mettre à chaque date... L'ordinateur est un outil extraordinaire, on met une date, puis on met ce qu'on fait. On a créé donc en cycle, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, ça s'est appelé troisième cycle, ça s'est appelé master, un master orienté sur la question du patrimoine. Christian François encadrait un projet patrimonial et personnellement, donc, j'ai pensé que j'avais le devoir de faire à la fois une histoire de la mise en place de la politique patrimoniale, une histoire des théories de la restauration, et puis, j'ai enseigné ça, et j'ai enseigné aussi une histoire, alors je disais, des grandes tendances architecturales qui ont fait le paysage. Alors, l'art déco, le régionalisme architectural, puisque de temps en temps je passe pour un spécialiste du régionalisme architectural. J'ai commis une seule étude, je crois, non, pardon. Voilà, et de temps en temps on me demande un article, une conférence, je la fais. Et puis le modernisme, voilà, j'ai enseigné ça dans ce cadre. Les travaux des étudiants, c'était souvent de faire des études sur des restaurations et de comprendre comment était le bâtiment à l'origine, comment il avait été restauré, quels problèmes s'étaient posés, etc. Cours que j'ai lâché un jour pour le donner à un de ces architectes qui sont baptisés eux-mêmes architectes du patrimoine. Voilà. Voilà un peu en gros les rapports entre la recherche mais j'ai continué mes travaux de recherche, bien entendu, en particulier en histoire, tout au long de ma carrière. Après avoir étudié l'entre-deux-guerres, vraiment l'entre-deux-guerres, hein, j'ai étudié le début du siècle. Évidemment, il a fallu, comme tout le monde, que je lise Viollet-le-Duc, Julien Gadet, etc. Et puis, j'ai travaillé, oui, attendez, je cherche ce que j'ai fait. Oui, voilà. Voilà, ça trace un peu un portrait de mon travail. Mais j'ai pas beaucoup enseigné le régionalisme, par exemple. Hein. Je voulais pas transformer les étudiants d'école d'architecture en architectes régionalistes. Je savais qui étaient les architectes régionalistes et je connaissais leurs engagements politiques souvent. Alors, toujours dans un ordre quasi chronologique, Joseph Abraham, ma mémoire, probablement défaillante, relie tes premiers travaux de recherche à ce qu'on appelait les REX, les réalisations expérimentales, mais peut-être n'était-ce pas vraiment le premier. En fait, les REX sont venus un peu plus tard, mais malgré tout, il y a un rapport, puisque les tout premiers travaux de recherche, j'étais encore étudiant en troisième année, c'est Jean-Pierre Éperon qui m'a offert l'opportunité de travailler sur des contrats de recherche qu'il avait à l'époque avec le ministère de l'Équipement, avec le plan construction qui venait de naître, c'était en 72, et le thème était de très grande actualité puisque c'était un rapport entre la conception architecturale et l'industrialisation. Parce que le contexte dont parlait Philippe Boudon tout à l'heure était extrêmement marquant. Il faut savoir qu'avant le choc pétrolier de 73, la grande question qui était posée à la recherche architecturale, quand on regarde les textes du 6e plan, où a été fondée même l'idée de recherche architecturale, on se rend compte qu'on attendait, en provenance des États-Unis, ce qu'on appelait un saut technologique à l'époque. Et l'idée, c'était de reproduire ce qui s'était passé pendant leur construction, le fait de baisser le coût du logement de moitié. On pensait encore, à la fin des années 70, enfin à la fin des années 60,
vers 67-68, que la question d'actualité, c'était d'améliorer la pensée systémique. Ce qui est très intéressant, c'est que Jean-Pierre Héperon, et ce n'est pas par hasard qu'un tel contrat soit venu à Nancy, a créé une problématique autour de ces questions. Et je pense que ce qui relie avec le bilan des REX, c'est d'avoir tenté de situer les questions dans un contexte qui était infiniment plus culturel et plus théorique. C'est-à-dire qu'au lieu de répondre à la question d'expertise, de trouver des solutions, on a souvent essayé de comprendre de façon historique d'où sortaient les questions. Mais je voudrais revenir donc sur le rapport entre enseignement et recherche. Lorsque j'écoutais donc mes collègues de Nancy et de Strasbourg tout à l'heure, depuis les bancs d'amphi parler de leurs souvenirs, il y en a un qui m'est venu en tête et qui en dit long sur ce qu'était l'école d'architecture de Nancy. Moi, je suis rentré en 69. En 69, donc, c'est vrai que ce qu'a dit André Waxel avait très très juste. Nous n'avons pas du tout le même rapport à l'enseignement que la génération qui était juste avant, ou par exemple que la tienne qui était juste après, d'une certaine façon. Nous sommes entrés dans une école qui savait à peu près où elle allait. C'était dans l'ancienne école des Beaux-Arts, avant de déménager dans l'école de Jean Prouvé et de Foliasson. Et on était reçus par le directeur de l'école. Et le directeur de l'école, c'était un personnage formidable qu'ils avaient choisi, qui était Chambon. Il était enseignant à l'école des mines. Et je me souviens encore de cette discussion dans son bureau de 20 minutes, il nous consacrait du temps. On comprenait au quart de tour qu'on était sur un vaste chantier de construction. Que l'enseignement d'architecture, c'est pas ce qu'on racontait à ceux qui allaient entrer dans l'école, en tout cas à ma génération. Ensuite, ça a été la découverte d'un enseignement structuré, qui était celui de Jean-Pierre Héperon. Jean-Pierre Héperon, et on s'est souvent fait la réflexion avec des collègues, en fait, un enseignement, on peut l'approcher par les exercices qu'on invente. Et Jean-Pierre Héperon nous donnait chaque semaine un travail qui était évalué. Et par exemple, le deuxième exercice, eh bien, il y avait Bruce Goff qui était là, à l'évaluation. Et ça n'est pas du tout étranger au contexte dont on vient de parler. La culture de l'équipe d'enseignants de Nancy, le corps professoral qui est représenté, entre Jean-Pierre Héperon avec son itinéraire, son rapport aux institutions, sa volonté de déconstruire les institutions, le politique, la profession d'architecte, la culture architecturale, la théorie, etc. Il y avait cette équipe de l'AREA qui avait créé donc, la revue Architecture Mouvement Continuité. Et il se trouve que parmi les architectes qui étaient enseignants à l'école, il y avait Bernard Hamburger, qui était parti, si les souvenirs sont bons, faire une étude sur les murs rideaux aux États-Unis et qui était revenu avec Bruce Goff, avec un texte magnifique dans les tout premiers numéros d'AMC qu'on a eu entre les mains. Et Bruce Goff est venu faire une conférence absolument fabuleuse et le lendemain, Héperon l'avait mis devant nos projets. Et les choses que Bruce Goff a dit devant le mien m'ont illuminé, je dois dire, vraiment, voilà mes études. Nancy, c'était ça, c'était une ouverture considérable. On a vu des gens comme Xenakis, on a vu des cinéastes, on a vu Pérec, entre les jurys de diplôme, le conseil d'administration, il y avait Hubert Danisch. C'était une équipe qui savait où elle allait, sur le plan, qui construisait un enseignement, mais qui en plus avait une vision très très ouverte de ce que devaient être les références de l'architecture. Et donc, voilà, donc moi j'ai eu cet enseignement structuré de Jean-Pierre Héperon. Ensuite, en deuxième cycle, nous avons découvert le travail de Philippe Boudon à travers le projet, chose intéressante. Il y avait ce projet à la manière d'eux, mais il ne faut jamais oublier qu'il y avait aussi un mémoire. Et je crois que ce qui était fascinant pour des étudiants, c'était d'avoir en face de soi des gens dont les livres sortaient au fur et à mesure. Il y avait Pessac qui était sorti, quand on voit ce qu'est ce livre, son contenu d'une telle actualité aujourd'hui encore, la manière de comprendre à la fois l'architecture telle que la pensait Le Corbusier, le concept d'ouverture, cette indulgence vis-à-vis des usages et des habitants, c'est quand même une nouvelle manière de voir l'architecture. Et il faut comprendre aussi la relation entre ce corps professoral et les sciences humaines de cette façon-là. Moi, j'ai des souvenirs absolument excellents du cours de sociologie de Belchef. C'est pas vraiment un cours, mais il nous a mis dans les mains Bourdieu et Passeron. Philippe Boudon nous a mis entre les mains les textes qu'il avait fait publier en France, Venturi, Lynch, voilà, tous ces grands auteurs. Donc on avait un foyer qui était en train de repenser la relation entre un enseignement expérimental,
en construction, la culture architecturale, et puis cette notion de recherche qui était déjà quasiment institutionnalisée par la création du SAMPA que dirigeait ce fameux ingénieur Chambon. Et comment tout ça a été alimenté? Et par un afflux considérable de contrats de recherche à l'école. Ce qui alimentait à l'époque la recherche, c'était le fait de remporter des appels d'offres. Et Nancy remportait des appels d'offres considérables. Il y avait à l'école des réunions dans une salle où tous les étudiants qui voulaient proposer des recherches pouvaient le faire. De la même manière, quand on a construit l'enseignement de troisième cycle, on pouvait proposer des séminaires sur des sujets incroyablement variés. Donc ce que je considère comme très important, comment dire, dans ce que cette génération nous a apporté, c'est d'une part sa très grande culture, cette ouverture considérable sur ce qu'était l'architecture, et puis aussi la manière de nous relier à des institutions, au travail professionnel de la recherche. C'est fondamental. C'est-à-dire quand un étudiant qui enseigne parce que son professeur l'a poussé dans l'amphithéâtre à l'âge de 20 ans, 21 ans, qui travaille sur des contrats de recherche avec une liberté totale, les références pour penser l'industrialisation, c'était les textes qu'on nous avait mis dans les mains. C'était Roland Barthes. Voilà comment on posait la question de l'approche des problématiques de l'industrialisation. Et puis, donc il y a eu ce deuxième cycle qui a été, comment dire, un cycle extrêmement ouvert, plein de questions. Et le troisième cycle qui était déjà, alors c'était 3 cycles, chacun de 2 ans, et les grands professeurs, les fondateurs de l'école avaient plus ou moins coloré chacune ce qu'on appelait des départements. Philippe Boudon, c'était la conception architecturale. Jean-Pierre Eltron, c'était plutôt ce rapport aux institutions, une conception particulière de l'histoire. Je pense que c'était une conception de l'histoire que j'ai identifiée bien plus tard comme étant une sorte de prolongation de ce que Collins avait tenté de faire, c'est-à-dire une vision de l'architecture qui englobait très largement les questions d'institution, de profession. Le modèle d'Eltron, il l'a dit un jour, c'est ce que Collins avait écrit sur la médecine, par exemple. Voilà. C'était une conception très anglo-saxonne de l'histoire. Il y avait Bernard Hamburger, dont il ne faut jamais oublier que sous le nom de filière américaine, il a été le premier à introduire la filière bois. Il a pensé ces questions très en amont. C'était la question d'ouverture appliquée à des systèmes constructifs. C'était cette élégance pour des étudiants en architecture de considérer Spoeri et Port-Grimaud comme une référence. Il faut imaginer à quel point ces références étaient méprisées à l'époque. De la même manière, on pouvait très bien faire des mémoires en sociologie sur des lotissements purs et durs de pavillonneurs, en analysant avec un grand respect ce qu'étaient les pratiques des habitants. Donc je retiens cette ouverture-là. Avec Alain Sarfati, c'était l'urbain. De Sarfati, évidemment, comme j'étais dans la filière en quelque sorte éperon, je n'ai pas eu la chance, de côtoyer Hamburger, mais ses écrits nous ont énormément inspirés sur l'illustration ouverte. Et Sarfati, je l'ai eu comme professeur, mais ce que je retiens de Sarfati, c'est sa culture cinématographique, le rapport à la ville, des visites qu'on a pu faire de la ville d'Aix-en-Provence. C'était une position très culturaliste qui, à l'époque, n'allait pas du tout de soi. Donc pour moi, Nancy, c'est une ouverture, c'est un terrain d'expérimentation, annoncé tel quel dès l'ouverture, des exercices en cours de construction, une génération qui fait confiance à la génération suivante pour construire un enseignement avec une liberté totale de débat. Et puis n'oublions pas, évidemment, toutes ces tensions qu'il y a pu y avoir aussi, parce que, évidemment, notre génération était politisée, on était, pour la plupart, au Parti communiste, ce qui nous a pas empêché d'avoir, même vis-à-vis du Parti communiste, avec tout ce qu'a apporté la cellule de Polytechnique suivant Bourdieu à l'analyse des processus de production. Il y avait un travail de recherche considérable, mais il m'est arrivé d'aller travailler dans les archives du Parti communiste, c'est-à-dire que cette attitude de chercheur de Nancy m'a permis d'aller travailler sur des revues qu'on ne trouvait pas à l'AVN, comme la revue Commune ou la revue Europe, ou des revues comme ça. Je veux dire, ce contexte est extrêmement complexe et incroyablement riche, et je trouve que c'est vraiment... quand on a fêté avec Lorenzo Diaz les 40 ans de l'école d'architecture de Nancy, on a regardé combien de recherches avaient été publiées. On a trouvé 128 rapports en l'espace d'une quarantaine d'années. Évidemment,
il y a des rapports intermédiaires. Et si on compacte tout ça, on va encore en trouver 60 ou 70. Dans ces 60 ou 70, il y a une diversité de questions, des analyses des traités de Blondel, 18e siècle, de l'équipe de Rémy, des premiers textes sur l'urbanisme allemand et la ville pittoresque, 1980, Jean-Jacques Cartal, Dominique Laburte et Paul Morand, les travaux sur les revues, le travail dont Philippe Paneret m'a dit encore récemment beaucoup de bien, le travail de Jean-Pierre Épon sur l'école de l'Académie, qui n'a pas pris une ride, son travail sur l'éclectisme, qui est une véritable théorie harmonieuse, en fait, de l'architecture au XIXe siècle, qui porte mal son titre, puisque le livre va très très au-delà de ce que les gens en général mettent derrière l'éclectisme. Et je veux dire, de tout ça, il y a eu un héritage qui a été... Ensuite, évidemment, on a connu l'évolution de toutes les écoles, on s'est rapproché de l'Institut Polytechnique de Lorraine, ce qui était assez intéressant, c'est qu'on est rentré à la conférence des grandes écoles, on a conquis une respectabilité grâce au labo de recherche vis-à-vis du monde universitaire, et aujourd'hui l'école est très largement héritière de ce que comment dire, les professeurs qui l'ont fondé ont apporté. C'est un processus qui est ouvert et qui fait que la recherche à l'école d'architecture de Nancy est quand même toujours plus ou moins orientée vers le fond qu'est la culture de projet. Et je terminerai juste par une chose, c'est que, pour répondre à ta question, comme Jean-Claude Bigato, moi j'ai jamais enseigné mes recherches, jamais. Par contre, le fait de chercher permet de contextualiser les écrits. C'est-à-dire quand on produit, c'était d'ailleurs ça ce qu'Épron voulait faire. Épron, je me souviens un jour, ça devait être en 72-73, on est dans ce petit bureau du Sampa que tu connaissais, qui était tout au bout de l'école, et il m'a dit un jour, moi ce que je voudrais faire, c'est former des architectes, des chercheurs et des enseignants, et tout ça par le même enseignement. Et puis il avait dit, et ça c'était son côté analyse du système Beaux-Arts, si j'arrive à en former 10, je serais très satisfait. Il entendait par là 10 grands élèves au sens où il a défini par la suite. Mais je pense qu'il y a vraiment une formidable confiance dans ce qu'est la discipline architecturale, dans comment dire, ce qu'est la recherche, et cette ouverture, cette liberté dans la construction, comment dire, d'un enseignement qui interdit des positions trop sclérosées sur ce que doit être un projet. Cette ouverture était absolument complète à l'époque. Alors, pour poursuivre ce questionnement sur l'articulation entre recherche et enseignement, est-ce que, Philippe Boudon, vous pourriez nous parler un petit peu plus de cet exercice du projet à la manière d'eux, qui était vu depuis l'étudiant de seconde ou troisième année que j'étais à l'époque, là aussi une sorte de contre-feu à l'univers des doctrines. Comment aviez-vous construit ce dispositif ? Oui, alors c'est vrai que le projet à la manière d'eux était effectivement, comme vous le dites très bien, contre-feu à l'univers des doctrines, parce qu'il me semblait que, après avoir vécu ma scolarité à l'école des Beaux-Arts chez Zava, pour qui nous avions d'ailleurs beaucoup d'affection et d'estime, autant à Sarfati que Bernard Hamburger, mais le fait que le patron soit la personne à la manière de qui, qu'on le veuille ou non, on composait. Quand on était chez Le Maresquier, on faisait du Le Maresquier, chez Zava du Zava, chez Arec du Arec, etc. Il me semblait que pour des raisons éthiques, la question n'était pas de commander aux étudiants de faire la manière de soi-même, ni même de leur dire qu'il fallait faire plutôt comme Corbu que comme Wright, mais qu'il fallait leur faire comprendre en quoi Wright et Corbus n'étaient pas la même chose. Et donc, l'idée du projet à la manière d'eux, c'est d'abord de s'effacer comme patron, ensuite de dire, d'amener les étudiants à s'interroger non pas de façon béate devant la qualité de l'espace corbuséen ou de celui de Mies ou celui de Wright, mais de leur dire tout simplement ils ne font pas pareil. Et en faisant à la manière d'eux, essayer de savoir comment ils font. Et alors, ça peut être pris, j'ai entendu des critiques du projet à la manière d'eux, c'est assez stupide, parce qu'on peut croire tout de suite qu'on a compris ce qu'était le projet à la manière d'eux,
avec simplement cette expression qui évoque du pastiche de Paul Rebout, des choses comme ça. Alors que c'est pas du tout ça. Les bons projets à la manière d'eux étaient ceux qui arrivaient à faire une sorte de projet à la manière de Le Corbusier, comme on n'avait jamais vu de projet à la manière de Le Corbusier, ce qui est le cas de Le Corbusier d'ailleurs. Parce que une fois qu'on a vu la tourette, on comprend mal comment Auchan peut venir à la suite. Et donc, les bons projets à la manière d'eux étaient des projets qui souvent ne ressemblaient pas à des projets à la manière de Wright ou de Le Corbusier. C'était une manière de déplacer la considération relative à l'architecture des étudiants de l'espace admirable, fascinant de tel ou tel architecte vers le travail de l'architecte et vers ses opérations. Et alors, le projet à la manière d'eux a en rapport étroit de principe avec l'architecturologie le fait de tenter de conceptualiser la conception, si je puis dire, et de saisir quelles sont les opérations qui sont à l'œuvre de la conception. Alors, c'est une occasion pour moi d'insister sur la distinction que je fais entre projet et conception. Le projet, notamment chez un architecte praticien, il a affaire à tout, l'architecte praticien. De la cave au grenier, de la plomberie à la philosophie, des règlements d'urbanisme au portefeuille de son client, du site, etc. Enfin, il faut qu'il fasse avec tout ça. Ça, c'est le projet du praticien. Alors, je crois que c'est une erreur dans l'enseignement de croire qu'on fait du projet du praticien dans un projet d'enseignement. Il me semble que, puisque Waxeler, tout à l'heure, demandait qu'il y ait une sorte d'essai de généralisation de ce qui faisait l'enseignement à Nancy, je dirais pour ma part que ce qui a caractérisé l'enseignement, ça a été de défocaliser le projet sur des objectifs pédagogiques distincts. Par exemple, on a parlé du séminaire esquisse. Le séminaire esquisse qui porte pas mal son nom, parce que l'esquisse n'était qu'un prétexte pour que on mette les étudiants en situation de comprendre ce que c'était qu'un jugement de concours d'architecture et comment les différents acteurs, c'est une sorte de sociologie du microcosme d'un jury d'architecture. Donc là, ça focalisait sur, puisqu'ils vont faire des concours, autant qu'ils sachent à peu près à quelle sauce ils vont être mangés plus tard. Donc, on focalisait là-dessus. Le projet, à la manière d'eux, comme je l'ai dit, focalisait sur les opérations de la conception. Le travail de Fischer focalisait sur la nécessité de se repousser les manches pour gagner un concours. Autrement dit, je crois qu'on pourrait dispatcher différentes fonctions pédagogiques du projet sur des exercices ciblés, ce qui d'ailleurs existait d'une manière timide et non consciente à l'école des Beaux-Arts, parce que les différents concours qu'on passait aux Beaux-Arts avaient quand même une sorte de focaliser eux-mêmes. Par exemple, le Godbeuf, c'était de la déco, le Labarre, c'était un petit problème pour lequel il fallait répondre de façon incisive à tel programme. L'américain, il fallait en mettre plein la vue, façon Trump. Et donc, je crois que, pour moi, l'essentiel de ce qui s'est joué à Nancy en ce qui concerne le projet, ça a été de tenter, et François Schatz et Marie-Josée Canemita ont de leur côté essayé de repérer quels étaient les obstacles, c'est-à-dire comment cibler ce que j'appellerais des exercices de projet, ce qui n'est pas du tout la même chose qu'un projet, sur tel ou tel aspect problématique de l'enseignement. Alors on pourrait en rajouter, par exemple, moi j'ai toujours rêvé à l'école par la suite, mais j'ai jamais eu l'occasion, c'est un peu comme PRI, de le mettre en place. Je rêvais que l'étudiant Dupont soutienne un projet qu'il n'a pas fait. Le soutienne et fasse passer, pour des raisons, par un exercice de rhétorique, le projet fait par Durand, et réciproquement. Comment faire devant un projet qu'on n'a pas fait, pour le vendre, entre guillemets, et au sens non commercial du terme, le mieux possible. Donc on pourrait, je crois, lister une vingtaine, une douzaine, je ne sais pas, 150, obstacles
parce qu'on se rend compte quand on a affaire à des étudiants qui rencontrent des obstacles et des trucs qu'ils n'arrivent pas à faire. Donc autant faire de ces obstacles des cibles d'exercice de projet. C'est une autre philosophie que le projet ramasse tout, auquel a affaire le praticien, encore une fois, qui doit s'occuper de tout. Je crois que le projet dans l'enseignement est à penser autrement que le projet dans la pratique. Mais on a tendance à dire que l'architecture c'est une chose pratique, il faut donc tenter dans l'enseignement de faire ce qui se fait dans la pratique. C'est totalement impossible, puisque dans la clôture de l'espace de l'enseignement, évidemment, on ne peut pas ramener la pratique à l'intérieur. C'est impossible. Ça n'est pas fini. Alors, je vais peut-être maintenant me tourner vers ceux qui sont en position d'héritier. Les gars, vous travaillez donc aussi sur cette articulation entre recherche et enseignement, et peut-être enseignement du projet, vous allez nous en dire un petit peu plus. Donc par rapport à ce... Ah pardon, ok. Parce que comme on avait recommandé à Jean-Claude tout à l'heure d'éloigner le micro... Tout le monde devrait parler un petit peu plus D'accord. loin dans les microphones. Bien, message reçu. Du coup, j'en ai perdu le fil. La question de relation. Je voudrais demander. Oui, est-ce que cette relation entre recherche et enseignement se présente dans des termes semblables, ou de votre point de vue, quelles sont les évolutions qui ont eu lieu depuis cette période? C'est difficile de créer une continuité tout à fait entre des périodes qui sont finalement pour nous assez lointaines. Près du micro. Oui. Des périodes qui sont pour nous relativement lointaines. Les filiations étaient certainement et les continuités plus proches. Peut-être l'impression que j'aurais pu avoir dans ma scolarité, c'est que, la recherche n'était pas visible, en fait, et même invisible pour le coup. Donc, effectivement, c'est un peu surprenant d'entendre le fait que ce nombre de publications, ce nombre de travaux de recherche menaient en quelque sorte en parallèle de l'enseignement. En fait, ce qu'on essaye de faire notamment aujourd'hui, c'est déjà de fédérer un petit peu les enseignants-chercheurs pour travailler en collectif, en relation avec l'enseignement, dans le cadre des recherches et des collaborations possibles entre, par exemple, un anthropologue, quelqu'un qui s'intéresse à plutôt au versant histoire, construction, etc. Donc d'essayer de travailler un petit peu ces alchimies, ce travail collectif, et de voir aussi comment on peut tisser des liens avec l'enseignement, rendre visible la recherche d'une manière ou d'une autre, et surtout travailler l'apprentissage de la recherche, mais plutôt sur un plan méthodologique. C'est-à-dire comment mettre en place les méthodes, mais pas simplement en tant que chose à faire, mais plutôt réflexion sur les méthodes, questionnement sur les méthodes, pour réveiller l'étudiant à la prise de distance par rapport à un travail qui est en cours, qui est en train de se faire. Bon, ça fait partie des aspects qu'on essaye, je crois, de mettre en œuvre. Cette année, on a instauré un projet, donc un atelier de projet, dans lequel il y a entre, je ne sais plus le nom exact, mais en gros 7 intervenants, je crois. Donc ça va de l'anthropologie, sociologie, philosophie, représentation, histoire. Et donc cette idée qu'on peut encadrer les étudiants, et les sciences humaines notamment ne viennent pas nécessairement comme un saupoudrage de dernière minute, mais collaborent de bout en bout à l'élaboration du questionnement des étudiants. C'est à mon sens un des grands enjeux portés par la recherche et par l'enseignement. De votre côté, Karine Tilleul, vous êtes plutôt dans le domaine de l'histoire, l'histoire contemporaine. Comment est-ce que... alors, est-ce que vous avez la même position que Jean-Claude Vigato, c'est-à-dire qu'il y a... Je n'enseigne pas mes recherches. On redonnera la parole après. Oui, oui.
De mon côté, donc j'ai fait mes études d'architecture à Nancy, et puis à la suite de ça, j'ai fait une thèse en histoire à Versailles sous la direction de Jean Castex. J'ai eu l'occasion de bénéficier pendant mes années à Nancy des enseignements de Jean-Claude Vigato et de Joseph Abraham. Et nous avons eu la chance d'être plusieurs jeunes doctorants, à l'époque où nous avons commencé à enseigner, à nous voir confier un premier enseignement. Il me semble que c'était un premier séminaire en master que Joseph Abraham nous a demandé de conduire. Donc nous étions 4 avec Caroline Bauer, Gilles Marseille et Émeline Curien. Et à partir de là, nous étions donc doctorants. Nous avons chacun développé nos axes de recherche en même temps que nos enseignements. Et ça a été le point de départ d'un parcours. Donc en quelque sorte, je pense que nous sommes, parce que je crois être là en tant que représentante d'une génération, plus que pour parler de mon propre parcours, nous sommes quelque part les héritiers de cette confiance, de cette générosité dont vous parlez à propos de Jean-Pierre Hépron. Je n'ai pas connu Jean-Pierre Hépron personnellement, mais cette confiance qu'il a pu vous faire, nous en sommes à présent les heureux récipiendaires en quelque sorte, puisque nous avions l'impression de ne pas connaître grand-chose. On se sentait un petit peu comme disait André Waxeler tout à l'heure, on nous confiait un cours parce qu'on avait lu 2 livres alors que les autres n'en avaient pas lu. Au départ, ça a été un petit peu étrange. Et puis, c'est vrai que on s'est rendu compte dans la pratique de ce que nos aînés savaient, mais qu'on n'avait pas encore expérimenté. C'est-à-dire que l'exercice de la recherche et la rédaction d'une thèse, dans le cas de cette génération dont je fais partie, eh bien, nous avait permis d'aborder des contextes historiques, économiques, politiques, sociaux, variés, et que la connaissance plus ou moins approfondie que nous avions de ces contextes grâce à 2, 3, 4 ans de recherche, nous a permis petit à petit de bâtir un programme d'enseignement à l'école. Alors, je n'enseigne pas personnellement mes recherches, mais je pense que sans l'apport de connaissances que j'ai pu me constituer au cours de ma thèse, je ne pourrais pas enseigner, puisque c'est en quelque sorte une base à partir de laquelle je peux j'essaye de construire un programme pédagogique. Ensuite, c'est vrai que, comme le disait Hervé Gaff, nous avons eu la chance aussi d'hériter, d'être invités à participer à un laboratoire de recherche, le laboratoire d'histoire de l'architecture contemporaine, dont Jean-Claude Vigato et Joseph Abraham ont fait partie. Monsieur Boudon, je ne vous ai pas connu à l'école, donc je ne sais pas si vous avez fait partie du LAC. Non, c'était pas encore le LAC. Moi, je suis pour la séparation. C'est un laboratoire concurrent. Je suis pour la séparation. Non, pas du tout, mais je suis pour la clarté épistémologique, et donc l'histoire, c'est l'histoire. J'ai manqué de dire quelque chose tout à l'heure à propos du projet à la manière d'eux. À l'origine, Chambon, que je suis très heureux qu'Abraham ait cité, qui était le directeur de l'école, parce qu'il faut juste une parenthèse. Chambon était directeur de l'école des mines, et au moment où l'école des mines rencontrait un problème, c'est qu'il n'y avait plus de mines. Et donc il fallait inventer une pédagogie pour l'école des mines, et c'est pour ça que l'influence de Chambon et les dialogues entre Hépron et Chambon étaient très importants, parce que Chambon, l'architecture était un peu dans la même situation d'avoir inventé l'enseignement. Donc je ferme la parenthèse. Et alors, Chambon, le projet à la manière d'eux, c'est une demande de Chambon. Est-ce que vous ne pouvez pas enseigner l'histoire de l'architecture moderne? Alors moi, épistémologiquement, je sais que je ne suis pas historien, d'autant que j'ai une femme qui est historienne, donc je sais que je ne suis pas. Et donc je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. L'interdisciplinarité a du bon, à condition que les disciplines restent des disciplines, parce qu'autrement, les ponts disciplinaires, c'est comme un pont qui ne rejoint pas de rive, et s'il n'y a pas de discipline au bout, du pont. Donc je suis fermement pour la clarté épistémologique et la distinction des disciplines, quitte à ce qu'il y ait. Mais nous sommes quand même dans un monde où l'interdisciplinarité est un peu à toutes les sauces. Je crois que là, il faut faire attention à ça. C'est pour ça que je ne suis pas historien.
Je n'ai rien contre l'histoire, évidemment. Le LAC à l'école d'architecture de Nancy a été pendant un temps un laboratoire vraiment d'historiens. Et puis depuis quelques années, un nouvel axe a été créé, il s'est ouvert aux sciences humaines, avec notamment l'arrivée au laboratoire d'Hervé Gaff, qui a un doctorat de philosophie. Et puis d'autres personnalités qui ont des bagages dans les domaines de l'anthropologie, de la sociologie. Et il est vrai que d'un laboratoire qui était vraiment d'histoire, on recherche aujourd'hui une ouverture grâce à la création d'un nouvel axe distinct vers les sciences humaines au sens le plus large. Ce qu'on a la chance aussi de pouvoir faire à Nancy depuis quelques années, c'est d'encadrer des thèses grâce à la présence d'Hélène Vacher, puisque nous étions nombreux, donc cette génération dont je fais partie, à nous être tournés vers d'autres universités, vers d'autres écoles, tout simplement parce qu'il n'y avait personne à Nancy qui pouvait encadrer une thèse, qui n'avait d'habilitation à diriger des recherches. Et donc aujourd'hui à Nancy, au LAC, il y a des doctorants, et nous espérons pouvoir poursuivre, prolonger cette histoire en contribuant à notre modeste niveau à la formation de doctorants. Et ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est de voir à quel point les étudiants sont intéressés par la recherche. Et j'ai l'impression que de plus en plus régulièrement, les étudiants viennent nous voir et nous demandent mais qu'est-ce que c'est que la recherche? Comment faire pour faire de la recherche? Ça m'intéresse. Et effectivement, il y a un vrai intérêt, je pense, de la part des étudiants pour les questions théoriques et pour des sujets de réflexion qui peuvent être peut-être des supports de réflexion pour la pratique. Et on soutient à l'école d'architecture de Nancy cette théorie selon laquelle tout doctorant, tout docteur n'a pas vocation à devenir enseignant. Et le directeur, Lorenzo Diaz, est très impliqué dans des projets, par exemple de thèses chiffres, dans lesquels des doctorants travailleraient dans des agences d'architecture. La recherche, ça peut aussi être très lié à la pratique, comme ça se fait dans d'autres domaines. J'espère que nous pourrons donc poursuivre la tenue de ce flambeau qu'on nous a confié, qui est un petit peu... Je pourrais rajouter peut-être sur la nécessité de rendre visible la recherche. Cet engouement aussi qui se manifeste, qui commence à se manifester, c'est aussi le fait de rendre visible ces affaires-là. C'est-à-dire que c'est parce qu'on rend visible la recherche, parce qu'on travaille aussi un questionnement nourri sur des axes de recherche divers, que l'engouement vient. Sur la question de la filiation aussi, je ne suis pas inscrit dans une filiation directe, parce que bien sûr j'ai suivi les enseignements de Jean-Pierre Marchand, mais ma formation elle a été, comme tu disais, à l'université, c'est-à-dire qu'il a fallu sortir du cadre de l'école d'architecture pour aller chercher un encadrement de recherche. Mais par contre, il y a une filiation, une hérédité un petit peu diffuse, même si elle n'est pas dans une continuité directe, c'est le questionnement épistémologique sur l'architecture, sur la terminologie, sur la pensée, sur les processus, sur des choses qui sont communes à l'architecture et à d'autres domaines de recherche et à d'autres champs disciplinaires. Avant de laisser la parole à Jean-Claude pour quelques réponses, je voulais rassurer Philippe Houdon. Une toute petite question incidente. Dans la vision d'origine portée par la première équipe de Nancy, tout enseignant est par hypothèse un chercheur, y compris les enseignants de projet ou les enseignants qui ont en charge les enseignements de projet. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui et comment se fabrique cette articulation? Moi, j'ai enseigné le projet à différents stades de ma carrière, avec différentes méthodes, pour finir par enseigner un projet qui me plaisait bien. Ça s'appelait « Une forme pour un projet ». Et je proposais aux étudiants une forme, par exemple l'immeuble villa, par exemple une salle basilicale, et aux étudiants de trouver un programme. Enfin, l'immeuble villa, c'était pour un bâtiment de logement, évidemment.
Et une salle basilicale, c'était pour un équipement. Charge à l'étudiant de trouver un terrain, un programme, et de mettre en œuvre, enfin d'abord de connaître la forme proposée, de la mettre en œuvre. Je voulais aussi rassurer Philippe Boudon. Moi, j'ai toujours pensé que les disciplines étaient évidemment très séparées, très distinctes. Et mes travaux d'histoire, ce sont des travaux d'histoire. Et j'ai été les confronter aux historiens eux-mêmes dans des colloques divers. Et j'ai gagné ma place dans le milieu de l'histoire de l'architecture. Une autre chose aussi que j'ai peut-être oublié de dire, mais je ne sais pas si c'est important. À un moment donné, il y avait un professeur d'histoire de l'architecture à l'école qui a dû prendre sa retraite, qui s'appelait Henri Claude, qui était très sympathique, hein, et je lui ai succédé. Et j'ai entrepris de faire un cours d'histoire qui d'abord était sur un semestre et qui qui était un choix de bâtiments, évidemment, en commençant par la Grèce, puis ensuite l'art roman, l'art gothique et la Renaissance italienne. Voilà. Ça n'allait pas plus loin. Et la Renaissance italienne, et ça n'allait pas plus loin. Et ensuite, j'ai eu une deuxième année où j'ai fait quelques cours sur le baroque et j'ai recommencé à la Renaissance française jusqu'au premier béton et ciment armé en 1914. Voilà. Et là, j'avais deux exercices, enfin deux types d'exercices. En première année, il devait décrire d'abord une façade ordonnancée et ensuite une salle. Et évidemment, j'ai fait beaucoup pour que je ne sais pas si c'est Pérouse de Monclos qui touchait les droits d'auteur ou si c'est les monuments historiques, mais j'ai fait beaucoup pour les droits d'auteur, hein, de Pérouse ou des monuments historiques, en recommandant évidemment, parce qu'il était recommandé expressément d'utiliser les termes du dictionnaire de l'architecture, du vocabulaire de l'architecture. Et en deuxième année, ils avaient le semestre complet pour faire un exercice qui était de décrire dans ses différentes dimensions un objet qui appartenait à la période historique couverte par le cours. Or, est-ce que c'est de la recherche de seconde main, hein, parce que j'ai jamais lu le latin ni l'italien du XVe siècle, donc forcément j'ai lu les historiens. Bien. Il est peut-être temps de passer une période de questions pour la salle. Oui. Parlez fort. Bon, c'est une remarque en forme de question. Je me demande ce qu'auraient été notre cours, si on n'avait pas disposé de toutes les publications de nos collègues qui ont publié leurs recherches. Pour dire qu'effectivement, la question des rapports enseignement-recherche, elle se pose dans le cadre à la fois individuel et dans le cadre de l'école. Elle se pose aussi bien au-delà. C'est-à-dire qu'entre le matériel dont on disposait pour nos cours avant que la recherche existe et celui dont on dispose aujourd'hui, on mesure ce que la recherche peut apporter à l'enseignement. Voilà. Peut-être une observation sur l'observation. Oui, il faut se souvenir aussi du contexte. Il y a des questions de recherche qui venaient de la réponse à des appels d'offres, donc des questions qui étaient posées publiquement par des instances professionnelles. Mais il y a aussi des thèmes de recherche qui sont venus de l'enseignement et de l'état de la littérature de l'époque. Parce que dès lors que ces questionnements venaient du milieu de l'enseignement et qu'on devait faire appel pour construire nos cours à ce qui se disait, même sur les architectes, très vite les limites de ce savoir apparaissaient et on pouvait repérer des quantités de domaines où il y avait un nouveau savoir à produire, et notamment dans le champ de l'histoire de l'architecture. Il y a aussi un autre aspect qui renvoie peut-être à l'une des questions que Patrick a posées tout à l'heure. Il y a un type d'enseignement spécifique dont il n'y a jamais eu véritablement la volonté de faire un bilan. C'est cet enseignement particulier que permettait l'encadrement des diplômes.
Par exemple, je pense qu'entre André Vaxelaire, Anne-Mérie Crostière et moi, ce sont des centaines de diplômes sur 40 ans qu'on a pu encadrer à l'école. Et il y avait des projets dans ces diplômes, des projets qui étaient jugés, qui pouvaient être accompagnés d'un praticien au niveau d'encadrement, pas nécessairement, mais ça pouvait être le cas. Et sur des thèmes, je pense par exemple, en Lorraine, il y a eu des quantités de travaux sur des friches industrielles, par exemple. Il y a un savoir considérable qui s'est construit. Il y a une recherche qui ne dit pas son nom, mais qui a été menée par des étudiants voilà, qu'on encadrait pendant 1 an, 2 ans. Et ça donnait lieu à un jury qui était spécifique, où on choisissait avec beaucoup d'attention comment dire, les membres de ce jury en fonction des spécialités également. Hein, de tout cela, il n'y a jamais eu un bilan. Et en plus, comme je me souviens une fois, on avait eu, je crois c'était Barré qui était venu à l'école d'architecture de Nancy lorsqu'il était dirigé l'architecture et le patrimoine. J'avais dit, c'est quand même curieux que ce qui devrait être le fer de lance de l'enseignement d'architecture, à savoir comment dire, la préparation des diplômes, ne soit valorisé, mais même pas dans le temps des étudiants. On faisait tout ça en plus de notre charge de travail, des enseignants, et sans aucune volonté de tirer quoi que ce soit comme conclusion. Hein, donc voilà, je pense qu'il y a une piste qui serait très intéressante. Il y a un matériau formidable autour de ces diplômes, les jurys, les échanges qu'il y a pu avoir. Évidemment, tout ça est très volatile, mais il reste au moins le travail des étudiants. Si je peux rebondir sur la réflexion de Joe, un élément important chez les jeunes enseignants, en tout cas ceux qui font de la recherche, un levier important, c'est la question du mémoire de fin d'études, parce qu'on a accordé beaucoup d'importance à la question de la méthodologie, la formation à la recherche de manière générale, pour vraiment pousser les étudiants dans un travail de recherche. Et il n'y a rien de plus satisfaisant pour nous de voir ensuite, quelques années après, des étudiants qui, même s'ils ne font pas de la recherche académique, sont dans une dynamique de recherche, voilà, d'interrogation, de questionnement. Et ça, à mon sens, ça ne concerne pas uniquement la recherche, ça concerne aussi l'exercice de l'architecture. On parlait des contrats-chiffres tout à l'heure. La recherche via des entreprises d'architecture, c'est une culture qu'il faut faire émerger dans les écoles d'architecture si on veut avoir ce type d'opportunité. Si on veut un jour vraiment parler de recherche dans une agence d'architecture, il faut développer ça en amont. Je peux dire juste une petite phrase. Je me souviens que Joseph Abraham nous expliquait souvent dans le séminaire de master que l'objectif de la recherche, c'est la production de connaissances. Et aujourd'hui, j'en vois un autre pour les étudiants. Je pense qu'un des objectifs de la recherche tel qu'on peut l'enseigner, c'est d'apprendre aux étudiants à penser avec leur propre tête et pas avec celle du voisin. Et dans ce cadre, je lis toujours avec mes étudiants de master le texte de Philippe Boudon, Pessac de Le Corbusier, qui tous les ans nous suscite 1 ou 2 sujets de mémoire autour des thèmes de l'appropriation. Et ce que j'essaye de leur montrer avec ce texte, c'est comment porter un regard critique, y compris sur les plus grands maîtres que peuvent être des architectes comme Le Corbusier. Merci. Nous avons éventuellement le temps de prendre une ultime question de la salle. Oui. On t'entend pas. Non. Donc ça pose plutôt un problème institutionnel dans la confrontation entre Nancy et Strasbourg, là, qui nous a vraiment passionnés toute cette journée, toute cet après-midi. Je pense qu'il y a un angle mort qui est l'ENSAIS, ou qui est devenu l'INSA. Alors ça pose la question, c'est une question qu'il faut peut-être débattre au sein du comité là, de cette action, mais est-ce que c'est quelque chose qu'il faut totalement éliminer? Et puis ma curiosité en vous écoutant là, c'était, mais est-ce qu'il y a un courant d'échange? De quelle nature est-il? Est-ce qu'il y a une fluidité entre les institutions de Strasbourg, de Nancy et
école un peu atypique hein, dans le panorama de la formation des architectes en France. Voilà, très rapidement, est-ce qu'il y a des éléments de réponse là-dessus? Il y a eu des enseignants de l'école qui ont été dans les jurys. Jo, il n'y a pas eu des enseignants de l'école qui ont été dans les jurys de l'ENSAIS? Je sais plus, excuse-moi, je m'entends. Il y a eu des enseignants de Oui, moi ça m'est arrivé. Oui. Ah oui, je peux raconter une histoire. Oui. Bon, oui. Bon. Je m'introduis dans le débat de façon un peu inopinée, mais pour ce qui concerne l'autre école, donc l'ENSAIS. L'autre école. Voilà, qu'on appelle ici l'autre école. Voilà. Cette autre école, évidemment, on a fait des appels du pied à cette autre école, mais pour l'instant, ça ne marche pas beaucoup. Il y a eu effectivement des relations entre l'école où nous sommes ici et l'ENSAIS, des relations tendues, conflictuelles, sur lesquelles on a quelques éléments. Je pense que c'est tout à fait juste, ça serait intéressant de les redévelopper. Alors par contre, entre ce qui se passe entre Nancy et cette autre école, ça je ne peux pas répondre. Mais là, entre les deux, il y a tout à fait, je partage tout à fait ce point de vue, il y a une véritable histoire à écrire. L'autre école, comme je l'ai vaguement montré ce matin, est une école qui a été considérée au lendemain de la Première Guerre comme pouvant être une école préparatoire à celle où nous sommes. Après la création de l'Ordre des architectes en 1940, elle a obtenu l'autorisation de délivrer le diplôme comme l'école où nous sommes, et ceci en 2 fois moins de temps ou à peu près. Donc c'est vrai que voilà, tout ça est une histoire tout à fait intéressante. J'espère qu'on arrivera à l'écrire. Oui, Jean-Claude posait une question, je pense à pouvoir apporter un élément de réponse. Il se demandait s'il y avait des enseignants de Nancy qui avaient participé à des jurys de l'ENSAIS. Ça m'est arrivé, et c'était un événement assez intéressant, puisque c'était un étudiant d'ailleurs qui est devenu architecte praticien et qui enseigne maintenant d'ailleurs à Nancy, qui enseignait aussi à Strasbourg. J'avais suivi intégralement le travail de Nicolas de Poutou. Et Nicolas avait préparé un mémoire. C'était une innovation, puisque les projets étaient jugés. Vraiment, toute la promotion était jugée en même temps. Sur un même projet, avec un jury très abondant, comme dans un concours finalement. Et je me souviens le moment fatidique où Nicolas, le jour du jury, a remis son énorme pavé aux membres du jury, évidemment, qui ont posé et qui ont continué leur travail. C'est-à-dire que c'était tellement incongru de considérer, à cette époque, ça remonte quand même à une vingtaine d'années peut-être, qu'il pouvait y avoir un mémoire, ce qui était vraiment le fort des écoles d'architecture, le fait que le projet pouvait être sous-tendu par des questions qui, en aucun cas, n'étaient la préparation, disons, du projet lui-même. C'était parfois des mémoires qui étaient, un peu distordus par rapport au thème du projet. Mais le fait de conduire les deux, avec un même professeur encadrant, c'était quelque chose d'extrêmement riche. Et là, donc, ça semblait, je ne sais pas ce qu'il est advenu par la suite, si aujourd'hui il y a des mémoires qui sont soutenues, mais voilà, là c'était quelque chose qui était nouveau. C'était l'époque de Régnier, je crois, qui était... Voilà. Et le jury était d'excellente qualité par ailleurs, les projets également, mais c'est cette articulation avec une réflexion qui semblait assez étrange par rapport à ce qu'avaient connu les écoles d'architecture françaises. C'est comme si cette histoire n'avait pas marché en parallèle. Et pourtant, parmi les gens qui étaient dans le jury, il y avait des gens qui avaient contribué à construire une connaissance autour de l'architecture, à l'intérieur de l'architecture. Ouais. Merci. Une petite remarque, peut-être d'une certaine manière dans la prolongation de ce qu'évoquait Jean-Lucien Bonillot. Il me semble que dans la discussion, par rapport notamment à la production scientifique de du laboratoire et de l'école d'architecture de Nancy, vous sous-estimez, parce qu'il s'agissait d'une diffusion extrêmement sommaire et très limitée dans les autres écoles d'architecture, l'effet, en fait, dans les autres écoles de la production que vous avez citée. Je me souviens par exemple que bien avant de vous connaître, j'avais lu vos travaux quand j'étais étudiant.
Je suis un peu plus jeune que vous, pas beaucoup, mais... Et donc, je pense que je n'étais pas le seul parce que ces travaux apportaient une dimension critique, notamment qui nous permettait, en tant qu'étudiant, en fait, de produire cette même dimension critique dans la situation, dans l'enseignement dans lequel nous subissions plus années. Et donc, c'est une chose qui me fait beaucoup réfléchir parce que les moyens de diffusion étaient très sommaires. Le livre que tu as cité, Jean-Claude, on l'ouvrait, il était déjà divisé en deux. C'était de la colle. Je me souviens de ça. Modèle en jeu, je dois en avoir 2 exemplaires, mais c'est le même, qui est coupé en 2 parce que je l'ai lu. Et donc, ces choses très sommaires du point de vue éditorial, en fait, devaient avoir quand même des effets importants. Il y a un contraste intéressant entre ce système de diffusion, système de production, et puis les effets, en fait, qu'il faudrait mesurer ailleurs que dans votre propre école. C'est ça que vous voyez. Je me souviens que le jeu des modèles, il y avait un texte qui venait d'une institution californienne. Il y avait un Américain qui l'avait lu. Ils ne m'ont pas demandé de le traduire. Et en dollars, j'aurais aimé. Est-ce qu'on a droit à 2 questions? Oui. Alors, la remarque qui vient d'être faite par Richard Klein, elle en pose une effectivement, qui est celle de l'état présent de tout ce corpus de recherche. Alors, on s'est livré un petit travail à l'école de Nantes qui consistait à savoir quels étaient, on a la liste complète, je suppose que vous l'avez aussi, des 540, je crois, rapports de recherche qui ont été financés par l'ex-Corda, Bureau de la recherche architecturale. Quels sont ces rapports, quels sont ceux qui sont disponibles dans le centre de documentation d'une école d'architecture actuellement? Est-ce qu'il y a toujours un intérêt à les consulter? Est-ce que je pense qu'il y a un intérêt pour tous ceux que nous sommes qui devons faire l'histoire de l'enseignement, mais je pense que là, il y a quand même aussi une question sur la constitution de ce corpus intégral avec les moyens que nous avons maintenant. Donc peut-être plaider pour une mise en ligne, on pense à ça, oui, mutualisation, et puis tout simplement constitution d'une collection complète. Où est-elle? Vous y réfléchissez. Sûr? Au bureau. Enfin, c'est pas d'une accessibilité quand même très très grande. Voilà. Ça va débloquer le processus. Parce que lui, il est très capable de faire ça. Ah bon? Oui, ça va être intéressant. Moi, j'ai un peu plus d'ambition. Recomposer. Oui. Et c'est ce que pensait je ne vais pas charger. Juste, comme vous avez évoqué Nantes, c'était un peu le projet quand même qu'avait fait Michael Darin avec Ville Recherche Diffusion, qui était aussi de diffuser sur un mode photocopié un certain nombre de rapports de recherche du Corda, du BRA. Et bon, ensuite il est passé à Versailles, et de Versailles, je crois qu'il est à Strasbourg, et plus en activité, Ville Recherche Diffusion. Parce que quand j'étais étudiante à Nantes, je me suis occupée un peu de ça. Donc voilà, mais c'était intéressant parce qu'on avait accès à un certain nombre de recherches qui n'étaient absolument pas publiées. Et on va juste prendre une très brève réponse parce que cette fois-ci, la SNCF n'attendra pas. Alors, pour VRD, c'est toujours à Versailles. C'est un fonds fossilisé que nous conservons. Voilà. Pour les rapports de recherche, ils étaient donc photocopiés et diffusés à toutes les écoles d'architecture en France, et c'était le BRA qui faisait ça. Normalement, ils doivent être tous conservés maintenant au BROP, et je crois qu'à Nantes, moi j'ai été approchée par une documentaliste de Nantes parce que quelqu'un voudrait justement numériser ces rapports de recherche et les mettre en ligne. Voilà les informations que je peux vous donner. Et je tiens à disposition ma propre collection s'il y avait des manquants.
et notamment les œuvres complètes de Jean-Claude Ligato, évidemment. Bien, il me reste à remercier les participants à cette table ronde, et puis peut-être à rendre la parole à l'organisatrice si elle a quelques indications à donner, peut-être pour la journée de demain, je ne sais pas. Et en tout cas, remercier le public. Voilà, donc nous vous remercions à votre tour d'être venus de Nancy pour l'ensemble de ces tables rondes qui ont été très riches. Et nous vous invitons donc à nous retrouver demain matin ici dans cet amphithéâtre pour une série de communications donc, sur l'histoire de l'enseignement qui sont plus thématiques. C'est un bilan de l'état des recherches actuelles. Je vous souhaite une bonne soirée.